as is process to be process. Il se trouve que comme c'est une réforme, quand il a fallu mettre le guichet unique en place au Cameroun, nous avons, pour entraîner tous les acteurs, démarré avec le as-is process. Parce qu'il ne fallait pas bousculer, faire mal. Et comme le port, la douane, tous les acteurs veulent être présents. Tout à l'heure, j'étais choquée au niveau des procédures. Elles ne sont pas tout à fait mises à jour. On dit qu'il faut 11 procédures, mais il y a certaines là qui ne sont pas totalement indispensables, mais où une agence gouvernementale a dit pour mieux recouvrer, il faut que je sois à la frontière. Pour mieux collecter ceci, il faut, et la douane s'est mise à demander tous ces documents, est-ce qu'ils sont véritablement nécessaires dans la procédure de to be process. C'est quand nous aurons franchi cette procédure-là, on va faire de grands bons. Mais en termes de perspective, le guichet unique, dans le cadre du comité de dématérialisation, nous discutons avec les acteurs où nous voulons les amener progressivement à dématérialiser leurs procédures. Parce qu'il y a encore des acteurs de la chaîne qui n'ont pas de procédures automatisées. Et ils sont pourtant des acteurs importants. Et c'est un peu le prix à payer quand on est un peu leader. On veut tirer les autres, ça bouscule les habitudes. Et je me réjouis que dans la salle, il y a plusieurs acteurs de la place portuaire ici qui vont comprendre que s'ils veulent un guichet unique, il faut qu'on passe par la procédure de as is process to be process. Mais qui va le faire? Il faut une décision. Ce n'est pas la douane. Si la douane définit to be process, on va croire qu'elle est qui? La douane, c'est qui pour décider de to be process? Donc, je compte sur la Banque mondiale qu'à un moment donné, elle nous a souvent encouragé que faites d'abord, on va voir. Maintenant, nous, on a fait beaucoup de faites d'abord, à un moment donné, ça cale. Il faut aller taper quelque part là où il y aura to be. Et tout le monde va s'aligner sur le to be. Merci. Merci, madame. En fait, bien sûr, je laisserai le présentateur réagir tout de suite. Ce que je retiens qui est vraiment important pour notre discussion, c'est que c'est bien beau d'aller parmi les acteurs et rendre un des acteurs extrêmement efficace. Tant que ce n'est pas une approche qui intègre tout le monde, la frustration ne va que continuer. Bien sûr, le processus qu'on va discuter à partir de cet après-midi, c'est-à-dire qu'on peut isoler dans tout le désordre, si je peux appeler comme ça, des maillons où les choses se passent. Je crois que la question que vous soulevez est aussi extrêmement importante et du côté de la Banque mondiale, certainement, nous allons l'examiner. C'est de dire, pour un gouvernement qui, comme vous le dites pour le Cameroun, qui depuis 2007 a pris la décision d'aller de l'avant, a créé le comité interministériel auquel vous faites allusion, qui n'attend qu'à être aidé, il faudrait qu'on ait une discussion entre comment le faire effectivement. L'objectif de cette réunion, effectivement, c'est si on peut sortir avec des recommandations pour mieux comprendre comment aller de l'étape où on est arrivé à pouvoir mobiliser le processus vers le to be process agenda et qui va prendre le lead. Est-ce que la Banque mondiale, est-ce que le groupe de la Banque mondiale, est-ce que c'est la Banque africaine de développement, nous avons les collègues de l'OCDE. En fait, on a juste besoin donc de quelqu'un qui vient avec une certaine expertise et une certaine neutralité pour pouvoir aider les acteurs à voir vers quel chemin aller et comment l'accompagner. Encore une fois, c'est pour ça qu'on devra discuter. Est-ce que l'Alliance peut jouer un rôle à ce niveau, même si nous savons que l'Alliance ne s'occupe que d'un aspect restreint qui est le guichet unique de commerce extérieur. Peut-être, avant d'avancer, j'aimerais donc, comme je l'ai dit,
inviter le collègue du Kenya à nous donner leur propre perspective par rapport aux questions qui ont été présentées. Alex? Thank you, Chair. I was very much impressed by the presentation by Dr. Kirato. I also would like to take on board a few comments the Director General of Customs has made, because they are not unique to Cameroon. We have had some issues. I think the stages which were enumerated as far as when you want to implement a single window is concerned are very pertinent. Our efforts started in 2007. You're talking about 2007. So it's a long journey. And it's basically a long journey because you're talking about a totally new phenomenon. And it's also a long journey because there are many who think this single window is going to interfere with their work, it's going to take away some of their responsibilities. So they take very long to kind of accept that the phenomenon is here and has to be implemented. And that is why I agree also with Dr. when he said you need political goodwill. Without political goodwill, it will not succeed, because it's a very cross-cutting project, extremely cross-cutting project. There is no tenet of the economy that single window implementation does not touch. In Kenya, we have 24 agencies, government agencies, and actually, I don't know whether there are 24, there could be more, because every day we keep on findings. We keep on discovering one. The other day we discovered Kenya Wildlife Services, because there is export of some exports of wildlife which are done, and they need to apply for permits. Exporters need to apply for permits, so we rope them in. It's a long and arduous process, and the dictum we have adopted in Kenya is that if you want to walk faster, you walk alone. I don't know whether it's Chinese or whether it's... but if you want to walk further, you must walk with others. That's the only way you can be able to implement single window. And I think about 60% of the implementation of single window is actually sensitization. You can use a whip, but I think in the long run, you succeed more when you talk to people, when you discuss with people, when you reason with people. And they do appreciate that what you're trying to do is for the good of the country. What we did after business process analysis, actually we did it in 2007, 2008. And I can tell you, we had 219 minutes. I remember meetings, 219 meetings. I remember very well, because I've never gone through that before. Because we took the import-export document and we went to the shipper, the importer, and asked him, okay, fine, we want to work with you in the process. When you get this document, what do you do? Where do you go? Whom do you see? Who stamps it? Then he takes us to the next stage, and the next stage, and the next stage, and the next stage, until the cargo is out of the port. So we mapped those processes. And surprisingly, the customs authorities and also the other authorities who were involved, there are some processes which they did not know exist, but they are there. They're informal. You know, over a period of time, they become institutionalized. You know, they are informal, they are not documented. A customs entry in the port of Mombasa used to have 29 stamps. That document, you could not even see where to stamp the next stamp. So, you know, it will all be having so many stamps from each government department in the port. And you can imagine, a port was handling 2008, 750,000 20 units containers. And with that little traffic, we had congestion. And when we started asking ourselves, look at other ports, look at other ports out of the continent, look at the North Africa, look at them, you know, they're handling that kind of traffic, even more, but they don't experience congestion. The Port Authority boss had a lot of problems with the government because he thought he's not doing his work. So we had changes in the government, in the port. Every year, every changes.
Until finally we said, look, I think let's address the issue where it is. So after business process analysis to establish the as-is processes, we went to the BPR, Business Process Reengineering or redesign, he calls it. And after that, I think what is most important also is that, I think there was somebody who made a statement that the electronic cannot solve everything. There are some processes which just need administrative decision, maybe from the Director General of Custom, Director General of the Port, whatever it is. And those are the ones we call quick wins, even before the single window, like we are here. There are so many decisions that we can take today which impinge on the speed of movement of cargo from the port of Douala or whatever it is, including the airport. You don't have to wait for a single window. So we started working on those. And we said, look, KPA, Kenya Port Authority, you must do this. Kenya Revenue Authority, please, let's go this way. The other agencies. And we managed to achieve a lot that way, because even before single window, people realized there is a bit of efficiency coming in. And they say, yes, I think that's the way to go. It was not the single window working, but it was the process which had been defined by Dr. Kirotho, which we adopted. So I think it's always a challenge. It's always a challenge. We've come far, 219 meetings, stakeholders, and we'll meet, and then he tells us, I go to so-and-so, Mr. Abdallah. We go to Mr. Abdallah. He told us he goes to the next stage. I go to Dominique. We go to Dominique, and we ask Dominique, what is your involvement in this document? And he tells us, here I get it, and then when I look at it, after looking at it, I stamp. Until we ended at the gate. At the port gate exit, we found a policeman, smart young man who had come from police training college. Then we asked him, this entry or declaration, what is your thought on this? He looked at us and then said, I don't know. So what do you do? No, I just look at it, and then I stamp, then the truck can go out. Then we asked him, now, do you think there's any value you add on this document? He says, no, there isn't. First of all, I don't understand. I was not trained as a policeman. I was not trained in this documentation, so I'm not familiar with them. And we asked him, but why do you do it then? And he said, no, I came here 3 months ago. There was another officer here. When he was handing over, he told me, this is what I should be doing. And I'm just doing my job. So, it's very interesting that we find most of these scenarios are issues which are informal. There have been, there is no law saying that the policeman has to stamp this. But he's not supposed to interfere. He's supposed to maintain law and order, not look at documents. And we went to the Commissioner of Police, and that was stopped because he didn't even know that his policemen were looking at documents in the gate. So it's so many issues that you come to learn which exist, but you never knew they existed. And you can do away with them, and you get about at least 20-30% of efficiency right there and right then. So thank you very much for. Okay, thank you. In fact, one thing I want that the reporter should take, and then I would want Somnuk to deal with, including the other expert in the room, is we talk about political will. What does it mean? How do we disentangle the fact that there is a very weak capacity, there is a multiplicity of players who don't really know what is going on, what needs to be done? Okay, so basically, the fact that we don't know what is the relevant entry point, which can be addressed by sensitization, capacity building, and so on. But you do have maybe a political will where you really need the Prime Minister to say, I want this. But even with that, how can we get it? What's the experience that we have in various countries in getting this process going? So can I turn now to Morocco?
Merci Dominique. À vrai dire, bon, au Maroc, on a commencé plus ou moins cette question de dématérialisation des processus depuis 1986. Et à l'instar de nos amis camerounais, il y avait une commission nationale de développement du secteur privé déjà en 1986. Et on avait commencé à parler échange de données informatisées. Bien sûr, quand on disait aux gens il n'y aurait plus d'échange de documents, on va faire ça via des systèmes informatiques, effectivement, comme l'a souligné notre ami Kenyan, à l'administration, on aime les tampons et on aime les papiers. Et on considère ça comme si on nous enlève ça, c'est comme si on nous enlève notre pouvoir. Chose qui est vraiment fausse à 100%. Parce que les systèmes informatisés, au contraire, ils vous permettent de mettre en place d'autres moyens de gestion, d'autres moyens de contrôle, et peut-être plus efficaces et plus efficients que le papier. Et ça augmente votre pouvoir et ne le diminue pas. Mais le problème qu'on a vécu au Maroc, c'est vraiment la gestion du changement. C'est pas facile. Je vais vous raconter une anecdote. À un certain moment, on parlait de la mise en place d'un guichet unique, global, etc. Mais on s'est dit, il faut le saucissonner pour démystifier le problème. Et on a décidé de commencer par la dématérialisation du manifeste, tout simplement. Pour un petit rappel, le manifeste chez nous, il fallait déposer 18 copies dans différentes administrations. Quelquefois, vous le savez très bien, un manifeste peut faire 100 pages. Je vous laisse imaginer le nombre de photocopies qu'il faudrait faire et qu'il faudrait distribuer aux différentes administrations. On n'avait pas le soubassement juridique pour le faire. On s'est dit, c'est juste la douane qui demande la copie originale. On va garder cette copie et on a développé le prototype. Et quand on le simulait enfermé, tout se passait bien. Quand on passait au réel, rien ne se passait. Et on était obligé, juste pour vous démontrer que l'accompagnement de la gestion du changement, il est important. On était obligé de suivre le flux électronique à pied. On lançait le message et on allait chez le destinataire pour lui dire « Vous avez reçu le message, maintenant vous appuyez ici ». Et c'est comme ça qu'on a pu débloquer la situation. Pourquoi? Parce que généralement, il y a également des intérêts derrière. Pourquoi? Après, on a constaté qu'effectivement, parce qu'au cours de la route de dépôt des manifestes, l'administration portuaire, pour elle, c'est le premier venu et le premier servi, et les vaguemestres, au cours de la route, ils changeaient de l'ordre, moyennant ce que vous savez, et ça, c'est courant chez nous et dans beaucoup de pays. Donc, il y a ces problèmes, et la gestion du changement, elle est vraiment primordiale. Et dans ce genre de processus où il y a plusieurs intervenants, généralement, comme l'a dit également notre ami Kenyan, on s'ajuste à la vitesse du dernier maillon. Celui qui court le moins vite, tout le projet doit s'ajuster à la vitesse de celui qui court le moins vite, pour la simple raison, c'est qu'on doit aller ensemble dans l'implémentation. Et c'est pour ça que dans le processus de changement, il faut qu'il y ait un bon degré d'implication du niveau politique. Sans ça, on ne peut pas aller vraiment plus loin. Pourquoi? Par exemple, au Maroc, nous, on a deux administrations puissantes. Il y a la douane, il y a l'autorité portuaire. Bien sûr, ils se disputent le leadership sur le projet. Qui va être le chef? Et on a perdu beaucoup de temps dans la gestion de qui va être le chef. Et bien sûr, après, sur décision du Premier ministre, on a mis en place une commission nationale de simplification de procédures et on a confié ça à un organisme complètement indépendant, privé-public, pour qu'il développe une vision de long terme, comment on peut mettre en place un guichet unique. Et là aussi, dans la gestion du changement, il y a deux choses. Généralement, l'administration, elle veut dématérialiser ses processus et elle veut simplifier sa vie.
il ne veut pas simplifier la vie à l'opérateur. Et l'opérateur, c'est qui? C'est l'importateur et l'exportateur. C'est pour ça qu'au Maroc, on a décidé dans le cadre de l'élaboration du plan national de simplification de procédure de dire on met l'opérateur au centre, à savoir l'importateur et l'exportateur, et on va étudier comment, premièrement, simplifier la vie à cet opérateur, et deuxièmement, comment passer à la dématérialisation. C'est une fois qu'on a simplifié qu'il faut passer à la dématérialisation. Parce que souvent, dans le processus d'implémentation, l'administration a tendance à ajouter quelques petits trucs pour mieux contrôler, etc. Et ça complique également la vie. Il faut rester vigilant. Parce que dans l'implémentation, toujours l'administration voudrait tirer, et je parle, moi aussi je fais partie de l'administration et j'ai fait ces choses. Donc, et c'est les choses à éviter. À savoir que chaque fois l'administration veut tirer un peu le tapis vers elle-même pour que le processus soit à son profit au lieu que ça soit au profit de l'opérateur en premier lieu. Et d'où ce risque, il faut le gérer d'une manière externalisée et c'est là où on propose le positionnement de notre alliance. Notre alliance, et je réponds là à une question posée par notre ami Dominique, c'est que l'alliance, et à travers cet atelier qu'on organise aujourd'hui, elle doit jouer ce rôle de nous permettre d'avoir toujours le fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est simplifier la vie à l'opérateur. Ce n'est pas simplifier la vie à l'administration. C'est en simplifiant la vie à l'opérateur que l'administration peut être plus efficace, peut mieux contrôler et peut mieux gérer également ses services. Et donc ce fil conducteur, il faut peut-être l'alliance à travers cet atelier, à travers ce processus d'auto-évaluation qu'il se propose, ça nous permettrait tous de disposer chaque fois, à travers des passages répétitifs, de ce feedback externe désintéressé. C'est important. Il faut qu'il y ait un feedback désintéressé qui n'est pas là-dedans, c'est ce qu'on qualifie ici des tiers, pour qu'il nous permette chaque fois d'ajuster. Et croyez-moi, ce risque ne se terminera jamais. Parce qu'avec les changements de gouvernement, les changements de responsables, il faut chaque fois expliquer, chaque fois faire rebolote, chaque fois recommencer. Et d'où au moins ce rapport que qu'ambitionne l'Alliance de publier chaque année sur l'état de mise en œuvre et d'évolution de nos guichets uniques serait peut-être un outil de travail pour nous tous. Et on ne peut pas le faire sans, bien sûr, votre implication. Et je vous remercie. Ok, merci. Tout à l'heure, on voudrait avoir des recommandations, peut-être surtout des utilisateurs. Donc, l'objectif de la discussion ici, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, c'est d'apporter des recommandations, des propositions concrètes sur comment les choses peuvent être améliorées. Effectivement, faire que le processus ne soit pas seulement ciblé, centré sur le point de vue des administrations, mais que en fait le point central soit les opérateurs économiques, c'est un élément important. Avant que je n'appelle les autres pays dans la salle qui voudraient prendre la parole, Alex voudrait ajouter un autre mot. Thank you, Mr. Chairman. One thing I would like to add is, or to share with all of us, is that this project is not an ICT project. Can you hear? It's not an ICT project. It's not a computer project. This is a business project. 85% of single window is business. And that's why we start with as-is processes, clean them up, re-engineer, come with the 2D, and then towards the end, when you have the technical specifications and software specification, that is now when we go to the computer people and we tell, look, can you give me a software which can operationalize these processes? If you start the other way, you have a big problem. And we have done that in most companies. I know in Kenya, some companies just, they want to, like some government ministries, they were told to computerize, then they went and bought a software and came and fixed it. So what they did, they computerized the inefficient processes. And where there were a queue of 10 people, you have 1,000 people lining up.
So you really have to clean up those processes before you even think of an ICT solution. That comes right at the end. The other thing, Chair, I would like to add, and which I think just to share with everybody who is here, is that, yes, to succeed in what we are doing, the head of state, the President Uhuru Kenyatta, had to step in. Oh yes, it took so long. It took so high. We were lucky because when we started, he was the Minister for Finance. And then we presented this project, and he said, look, he did a cabinet memorandum, which is another important thing. It has to get institutionalized, become the property of government. So when he did that, when he became the president last year, the first thing to remember is to call us and tell us, this thing, where has it gone? How far has it gone? And I can tell you, without that kind of high involvement, political goodwill, we could not have reached where we have. Right now, we are going live on all the 20 modules at the end of this year. We have 15 modules in operation, starting from the C-manifest lodgement, IR C-manifest, and also application for permits by government agencies. They are all there. So it's important to have that kind of thing. Thirdly, and lastly, Chairman, when we collected them as is through going around that process, we called stakeholders in a meeting like this. And we told them, look, we've gone around, this is what we have found. Do you agree with this? And these were practitioners in clearing, forwarding agents, transporters, all the people in trade logistics. And we found one great thing is that we did not have everything. He told us, no, that one, when it leaves Dominique, it goes to Mr. X. And that is, we had missed that. It's a process we had missed. So we had to do it again, add those omissions before even re-engineering, so that we could start on a clean slate. Thank you. Merci pour la parole. Je suis M. Bouillard, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières du Congo. Il faut peut-être parler en quelques secondes l'expérience congolaise, enfin, les mots qui ont peut-être interpellé notre attention par rapport au débat, c'est par rapport au problème de leadership. Les cas congolais, nous sommes confrontés nous avons eu un petit problème sur le leadership. Tout à l'heure, on parlait des ministères éventuellement. Ça veut dire que le ministère des Transports et éventuellement le ministère des Finances. Et finalement, le ministère des Transports a initié le projet à travers le guichet unique, à travers le Conseil congolais des chargeurs. Et finalement, le dossier a poursuivi son cours jusqu'à l'adoption des textes réglementaires et juridiques qui consacrent la création, dans la loi et les statuts portant approbation de la création de ce guichet unique. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fin de compte, le ministère des Finances, avec les autres acteurs participant au commerce extérieur, ils ont été tous dans le processus. Ils ont fait partie du comité de pilotage jusqu'à l'équipe projet qui a mené toute la procédure jusqu'à la création. Mais curieusement, c'est quand le gouvernement finalement va attribuer la tutelle au ministère des Transports, c'est là où tout le problème commence. Parce que le ministère des Finances voulait avoir la tutelle de la structure éventuellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Finances, profitant de la loi des finances portant, il va créer un guichet de dédouanement dans la loi des finances 2013. Bon, je dis juste, bon, en réalité, la loi des finances n'a pas vocation à mettre en place les établissements publics, c'est juste pour la programmation. Et finalement, il dit oui, ben moi, j'ai voulu créer ce guichet parce que nous voulons sécuriser les recettes douanières. En fin de compte, il n'y avait pas un problème. Les douaniers et tous les autres ont participé à la création. La douane comme telle
n'avait pas évoqué le problème, puisque le guichet ne devait pas se substituer en tant qu'administration douanière, tout ce qui est perception des taxes éventuelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit oui, mais je veux sécuriser. Si j'avais la tutelle, logiquement, ça ne devait pas poser problème. Comme je n'ai pas la tutelle, je vais avoir un guichet pour le paiement des droits et des taxes. Et bien après, c'est partant de cela que le président de la République saisit, interpeller éventuellement les ministres pour essayer de harmoniser le point de vue, faire en sorte que ce problème puisse être trouvé solution éventuellement. Et c'est partant de cela qu'on a essayé de travailler ensemble encore, et le ministère des Finances est revenu au bon sentiment, à la mesure que la solution qui était trouvée, c'est juste mettre une interface avec le guichet douanier, avec le guichet des opérations transfrontalières dans le cadre des échanges de données. Tout simplement, en réalité, ce n'était pas le problème des recettes. Les gens, on parlait de la facilitation dans cet ensemble, curieusement, pour juste des points de vue personnels ou bien liés à son département. Chacun voulait avoir... Bon, c'est un peu ce cas de figure.